président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a participé ce samedi à Harare à l'ouverture des travaux du 44e sommet de chefs d'État et de gouvernement de la SADC. Vous allez suivre les détails dans ce journal. Et puis, en Égypte, il est devenu donc, ce pays, le premier fournisseur de la patate douce de l'Union européenne en 2023-2024. Ces tubercules est le plus exporté ensemble avec la pomme de terre. Très heureux de vous retrouver ce soir, mesdames, messieurs. Bonsoir et bienvenue à ce journal. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, séjourne depuis ce vendredi 16 août 2024 à Harare au Zimbabwe, afin de participer au 44e sommet ordinaire de chefs d'État et des gouvernements de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC en sigle, placé sous le thème promouvoir l'innovation en vue de découvrir de nouvelles perspectives de croissance et de développements économiques durables en faveur de l'industrialisation de la SADC. Avant l'ouverture de cette session, le président Félix Tshisekedi a été invité à participer au sommet de la Troïka de l'organe qui s'est ouvert ce vendredi en début de soirée. Le détail dans cet élément. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, séjourne depuis le vendredi 16 août à Harare au Zimbabwe en prélude du 44e sommet ordinaire de la SADC. C'est ici, au nouveau siège du Parlement de la République du Zimbabwe, que les 44 chefs d'État et de gouvernement de la communauté des développements de l'Afrique australe, SADC en sigle, ont participé ce samedi au 44e sommet de chefs d'État et de gouvernement de cette institution sous-régionale. Parmi les chefs d'État qui sont arrivés ce vendredi à Harare figure le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi Tshilombo. Après les cérémoniales d'accueil à l'aéroport international Robert Mugabe d'Harare, le chef de l'État s'est dirigé au siège du Parlement pour participer au sommet de la Troïka qui a ouvert ses portes le vendredi dans l'après-midi. La Troïka de la SADC, c'est l'organe de coopération en matière de politique et de défense et sécurité. Elle a pour responsabilité de promouvoir la paix et la sécurité dans la région de la SADC. Elle agit comme chef de file pour des questions de menaces de paix, à la sécurité et à la stabilité dans la région et fournit aux États membres des orientations à suivre à cet égard. Le président Félix Tshisekedi a été invité pour présenter la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Dans cette séance à huis clos, le chef de l'État a donné des informations actualisées sur les déploiements de la SOMUT DRC, la force militaire de la SADC. À cet effet, la SADC veut obtenir un rétablissement des paix durables en République démocratique du Congo. Les premiers citoyens congolais à participer ce samedi aux côtés de ses homologues de la communauté des développements de l'Afrique australe SADC à l'ouverture des travaux du dit sommet de chefs d'État et de gouvernement de cette organisation. En plus des allocutions de chefs d'État, la cérémonie a été marquée par la passation à la présidence tournante de la SADC entre le président sortant Joao Lourenço d'Angola et l'entrant Emerson Mnangagwa du Zimbabwe. Autre chose, à présent, il se tient à Kolwezi, capitale du Lualaba, les travaux d'évaluation concernant l'exécution de recommandations issues de la 10e session de la Grande Commission mixte RDC en Angola dans le cadre du renforcement de la coopération sécuritaire et de la défense, surtout en ce qui concerne les frontières de ces deux pays en vue de la consolidation de la paix et de la sécurité. Ces travaux préparatoires de la première session de la commission permanente mixte de la défense et de la sécurité Angola-RDC ont déjà commencé ce samedi 17 août à Lualaba, bien avant même l'arrivée du vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani, qui doit en assurer la présidence. Je vous propose de suivre un extrait de l'allocution du vice-premier ministre en charge de la défense et des anciens combattants, Guy Mwandiavita Kabombo. Suivez. Ces assises, nous les devons avant tout à leurs excellences, Monsieur
Joao Manuel González Lourenço et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, respectivement président de la République d'Angola et président de la République démocratique du Congo, qui s'emploient chaque jour à améliorer les partenariats historiques et stratégiques qui lient nos deux pays et à rechercher le bien-être de nos populations respectives. Les présents travaux s'inscrivent dans le cadre du suivi des recommandations ici de la 10e session de la Grande Commission mixte entre nos deux pays, qui s'était tenue à Kinshasa en octobre 2021 et aussi en octobre 2023. De la réunion mixte des experts sur l'adoption du projet d'accord portant création de la commission permanente mixte, au cours duquel les deux parties ont réaffirmé leur vœu de voir les 10 projets d'accord aboutir à la signature au moment opportun. Ceci étant, un soubassement légal de coopération permettra à nos deux pays de raffermir les liens d'amitié et de fraternité pour un avenir rassurant. Notre grand souhait est de nous retrouver constamment en vue d'évaluer le niveau de la mise en exécution des résolutions d'intérêt commun et en développant davantage la dynamique de suivi des recommandations et les sessions futures, ce qui sera un gage de consolidation de la paix et de la sécurité le long de nos frontières communes. Je demeure donc convaincu, pour ma part, que considérant l'essence élevée du patriotisme et du nationalisme qui anime chacun de nous ici, les présentes assises déboucheront certes sur certaines recommandations qui à coup sûr rencontreront les attentes et les aspirations de nos chefs d'État. Et ces recommandations pourront promouvoir le développement économique, la paix, la sécurité à travers cette coopération bilatérale, et c'est dans l'intérêt supérieur de nos deux peuples. À cela s'ajoute le secrétariat technique, l'organe chargé de produire les rapports finaux qui sera endossé par les deux parties. Depuis un certain temps, de bruit résonne à travers la ville de Kinshasa concernant une recrudescence du phénomène de kidnapping à bord de taxis communément appelés Ketch. La rédaction de Géopolis Télévision est allée à la rencontre de la population et des chauffeurs afin de recueillir leurs témoignages sur la réalité du terrain. Damani Mujinga et Giscard Tamba. Le phénomène kidnapping serait-il en train de refaire surface dans la ville de Kinshasa? On serait tenté de répondre par l'affirmative au vu des nouvelles alertes signalant le retour de cette mauvaise pratique dans la capitale. En effet, il ne se passe pas un jour sans qu'un avis de recherche soit lancé sur Internet ou parfois sans qu'un message de remerciement pour les plus chanceux ayant retrouvé un proche disparu ne soit publié sur les réseaux sociaux. En raison des mauvais témoignages entourant les taxis Ketch que les kidnappeurs semblent utiliser pour commettre leurs méfaits, la population est devenue de plus en plus réticente à emprunter ce moyen de transport, surtout pendant les heures tardives. Victime ya makambouana ya taxi, surtout ba ISE depuis ya ngape naza victime yana degi ngape ba levanga indengwana ngana chance ba levanga na ozonga ndaku si barumbu awa sitas babotola mbongo nyonso. Donc c'est ça qui est de tinane na zala boy so ina moni même ata IST telemi liboso na butu na le cas pembe na moto moke na changer zela dogi to zana de sécurité makasi pour ba IST donc l'état abakisaka sécurité kaka mboka nyonso mabezala na kaka mais abakisaka kaka ba effort ya sécurité et ozala pe kaka bien. Ce changement de comportement impacte négativement sur le rendement des chauffeurs de taxi qui sont habitués à travailler la nuit. Donc là pour bout la biso ba taximène comme il passe donc réputation la biso comme go beba et comme go ba monter ba chauffeur à quête ba comme go lever ba tout et comme pour muta porter la taxi na yo fatala yo donc ce qui express invité à côté à la biso solution parce que pour na biso ba taximène to so ko ka souter na ko bout là donc nyonso e comme ka mabe. La boutou bakomi kobanga mingi kokota na taxi parce que bazobanga pe ba enlèvement ba nini ba kidnappé mambuza ebele na boutou mais bakoma préférer mingi ko bata ba moto ba 3 pneus moto normal pour na kokima moi ba
makambo mabe à l'enlèvement. Il faut passer la moussala la police d'enge sengeli. Ba sécuriser population. Na biso na population ba mata na mutu na biso pe ba chauffeur. Ona to boula à l'aise to servir pe l'état na nenga malamu. Ironie du sort, même le chauffeur de taxi accusé à tort ou à raison d'être à l'origine des enlèvements se compte parmi les victimes des actes criminels. Bakala mingi te dernièrement ba to boaka muninga biso mo chauffeur awa. Ba évacuer, ba bomie, ba suika, ba kenango. To solo ka pe masa biso moko awa ni yela mutuka na so mo anate. Et puis comme ko bang sa pe biso ko bula na butu et puis ba oti pe ko obumela biso chauffeur mobo to banda bomena na lemba amemaki ba client mobo bazu express bakena na coin moko bo ba betie masasi ba botola yese baki mais bilo kana pe ba mo sala biso trop enlèvement ba louer express baki ba bomio ba botola mutuka so ba kotia mo ezana en bon état. Face à cette situation alarmante, la population appelle la police nationale congolaise et les services de renseignement à jouer pleinement leur rôle pour garantir la sécurité de tous. Et dans le même ordre d'idées, alors qu'il ne se passe plus un seul jour où des Quinois lancent des avis de recherche sur les réseaux sociaux pour retrouver leurs proches victimes d'enlèvement, le gouvernement congolais réuni vendredi 16 août en conseil de ministres estime au contraire qu'il s'agit des annonces montées de toutes pièces avec pour but de les discréditer dans l'opinion. Cette information a été livrée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité Jacquemain Chabani au conseil de ministres présidé par la première ministre Judith Suminwa. Suivez le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya qui en a fait la restitution. En ce qui concerne les enlèvements dans la ville de Kinshasa, la réunion sécuritaire tenue à son cabinet à propos a conclu que les différentes annonces des cas d'enlèvement sont montées de toutes pièces dans les buts de discréditer le gouvernement, car à chaque fois après vérification, les faits s'avèrent sans fondement. Une vigilance accrue au niveau de service a été demandée, y compris pour identifier les propagateurs de ces fausses nouvelles. Par ailleurs, il a annoncé le lancement imminent, pour la toute première fois depuis la promulgation de la loi organique numéro 11/013 du 1er août 2013 portant organisation et fonctionnement de la police nationale, les travaux de la session ordinaire du Conseil supérieur de la police qui va permettre à ce que toutes les questions en rapport avec la redynamisation de l'exercice de mission de notre police y soient examinées. Et puis, le gouvernement a annoncé la tenue prochaine des États généraux de la justice, une initiative portée par le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Constant Moutamba. Cette annonce a été faite lors de la 9e réunion du Conseil de ministres présidé par la première ministre Judith Suminwa Tuluka le vendredi 16 août. Suivez. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux a informé le Conseil de l'organisation prochaine des États généraux de son secteur sous les thèmes « Pourquoi la justice congolaise est-elle qualifiée de malade ? Quelle thérapie face à cette maladie ?» après ceux tenus en 2015. 9 ans après, sans vouloir remettre en cause les conclusions et recommandations pertinentes de ces assises, il sera question d'évaluer les niveaux de mise en œuvre de celles-ci tout en formulant des actions concrètes au regard de l'état actuel de la justice. Face à ces tristes constats partagés par tous les acteurs, il devient urgent de faire un diagnostic sans complaisance des maux qui rongent notre justice afin de lui administrer une thérapie des chocs à travers des réformes profondes. Conscient du rôle majeur de la justice dans la stabilité des institutions et la consolidation de la paix, car la justice élève une nation, il entend engager un processus de réformes partagé par tous les acteurs à l'issue des États généraux de la justice. Ces États généraux se dérouleront en 2 phases. La première phase consistera en l'organisation préalable des consultations populaires à travers les provinces regroupées en pôles en vue d'impliquer tous les acteurs à la base, ainsi que des travaux en session plénière et en commission spécialisée. Le Conseil a pris acte de ces...
Allons en Ituri, où le président national de la Croix-Rouge en RDC, Grégoire Mateso, satisfait de réalisation de l'administration militaire de l'Ituri sur le plan sécuritaire et de développement. Propos tenus ce vendredi après un échange avec le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboya Kachama Johnny. Presse militaire de l'Ituri pour le reportage. Le président national de la Croix-Rouge est à Bunia. Il encourage le commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri pour les efforts consentis ayant imposé la tranquillité et la paix observée en ville de Bunia et environ. Grégoire Mateso l'a dit ce vendredi 16 août 2024 au cours d'un échange avec le lieutenant général Luboya Kachama Johnny. Nous avons admiré le bon sens de gestion de la province par le général. Nous l'avons remercié pour ça, au nom de tous les volontaires de la République démocratique du Congo, qui est satisfait. Nous avons dit que nous avons trouvé une ville vivante, une ville où on peut vivre, on veut, par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à l'environnement que nous vivons, mais nous disons que nous pouvons vivre avec cette paix, avec cet environnement qu'il a amené, et nous l'avons remercié. Le reste, c'est le travail, c'est les conseils, et puis il nous a encouragé ce que nous devions faire pour les communautés et pour la nation. Sur la même lancée, le numéro 1 de la Croix-Rouge en RDC a également réconforté le secouriste qui travaille dans des conditions difficiles dans cette région affectée par les conflits armés. On est venu évaluer nos activités de la Croix-Rouge. Il y a une branche qui fonctionne. Nous avons la communauté qu'il lui faut, ce qui est notre devoir de pouvoir planifier. D'abord, évaluer ce que nous avions déjà fait, ce que nous faisons, étudier notre mode de gestion. Est-ce que nous sommes compris par la communauté, par le gouvernement? On évalue par une assemblée que nous aurons demain. Projeter l'avenir, qu'est-ce que nous voulons faire des communautés? Comment nous répondons lorsqu'il y a des situations de catastrophe? Est-ce que ce que nous avions répondu, comme je l'ai dit ici, c'est accepté ou c'est dans les principes? Parce que nous avons les principes, nous travaillons avec les principes. Signalons que de ce samedi 17 août 2024, Grégoire Mateso va superviser l'Assemblée générale élective du comité provincial de la Croix-Rouge ici, à Ituri. D'une province à une autre, au Kasaï central, le prix de biens de première nécessité ne cesse d'augmenter dans la ville de Kananga et ses environs. Tout le bien de consommation coûte excessivement cher à cause de l'impraticabilité de la voie ferrée reliant la province à d'autres régions de la République démocratique du Congo. Géopolis Télévision est allé à la rencontre d'un ancien agent de la Société nationale de chemin de fer du Congo, SNCC, qui a servi cette société pendant 40 ans. C'est tout naturellement qu'il a répondu à nos questions. Suivez. Aujourd'hui, la ville de Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central, et ses environs font face à une carence de denrées alimentaires et produits de première nécessité comme la farine de maïs à cause du délabrement de la voie ferrée, la principale voie d'approvisionnement de cette partie de la République. Ici, la ville dépendait des chemins de fer, en grande partie. Puisque c'est par les chemins de fer, on pouvait approvisionner la ville de part et d'autre. C'est-à-dire les produits vivriers qui sont consommés à Kananga provenaient des autres territoires, notamment le Bomweka et de l'autre côté Sisekanyama et ailleurs. Alors ces produits étaient transportés par la SNCC. Aujourd'hui que la SNCC n'est plus là, vous l'avez remarqué, le coût de vie est cher à Kananga et il y a rareté des produits agricoles, il y a rareté des produits vivriers. Et même certains produits de consommation, tels que les matériaux de construction et même les produits manufacturés de Kinshasa, venaient toujours par le chemin de fer à moins cher. Aujourd'hui, on emprunte l'avion qui coûte cher et ne peut pas prendre la quantité qu'il faut. Les chemins de fer revêtent d'une importance capitale dans le redressement socio-économique du Congo en facilitant la mobilité générale de personnes et de leurs biens tout en générant des revenus pour les trésors publics. La société est tombée parce que du côté ressources humaines,
il a connu une défaillance totale, dans le sens que les agents ne sont plus là, les agents ont vieilli, les agents ne sont pas payés. Il y a beaucoup de facteurs qui font que sans la main-d'œuvre efficace, quels que soient les investissements, actuellement il y a beaucoup d'investissements, il y a beaucoup d'apports sur le plan technique, mais tout cela sans la main-d'œuvre efficace, sans la conscience, sans les ressources humaines compétentes, en tout cas tout ne peut pas aller. Mais l'état actuel des voies ferrées de la RDC mérite une réflexion profonde. Un ancien cadre de la Société nationale des chemins de fer, SNCC, basé à Kananga, explique les raisons de la faillite de l'entreprise publique. Comment faire pour relancer cette société? Selon l'interviewé, il faut le retour de la bonne gouvernance, le renouvellement de l'outil de production, la modernisation de la voie ferrée et le rajeunissement du personnel vieillissant. La SNCC n'arrive pas à remplir sa fonction, comme vous l'avez dit, la liaison entre les points de production vers les points de consommation, la liaison, l'intégration nationale et le développement, puisque le développement de ces pays a tourné autour de moyens de transport. Et la SNCC était parmi les grandes sociétés de transport qui ont existé. En tout cas, il faut revoir le tout de fond en comble. Actuellement, bien sûr, on remarque qu'il y a des efforts de la part du gouvernement pour pouvoir investir, pour chercher à renouveler. Mais du côté ressources humaines, là, je crois peut-être qu'on n'est pas très bien informé sur cette question-là. D'abord, c'est là où il faut commencer par renouveler, d'abord faire partir le personnel qui est là, dont la moyenne d'âge est de 65 ans. Alors vous comprenez qu'on ne peut pas travailler dans une société technologique à cet âge-là. Et puis les salaires et les autres avantages qui n'ont pas suivi. Alors à ce moment-là, s'il faut tout renouveler et appuyer l'action de la main-d'œuvre, on peut relancer, puisque le marché est là, les produits à transporter sont là. Il faut signaler que la voie ferrée entre Kananga et Ilebo est menacée de disparition à cause de nombreuses têtes d'érosion sur tous les trajets occasionnés par les dernières pluies diluviennes. Il faut signaler que la voie ferrée entre Kananga et Ilebo est menacée de disparition à cause de nombreuses têtes d'érosion sur tous les trajets occasionnés par les dernières pluies diluviennes. Madame, Monsieur, vous suivez le journal télévisé sur Géopolis Télévision. Maintenant, nous allons prendre la direction de la page internationale. La station de Rubirizi, nouvelle et plus grande sous-station électrique du Burundi, cofinancée à hauteur de 37 millions de dollars par le groupe de la Banque africaine de développement et l'Union européenne, devrait permettre d'augmenter plus de 7% le nombre de personnes raccordées à l'électricité dans le pays une fois qu'elle sera achevée en décembre 2024. La sous-station sera connectée aux lignes existantes pour distribuer l'énergie produite par les centrales électriques nationales jusqu'à l'achèvement de la centrale hydroélectrique de Ruzizi 3. Rachel Misenga. La station de Rubirizi, la nouvelle plus grande sous-station électrique du Burundi, cofinancée à hauteur de 37 millions de dollars par le groupe de la Banque africaine de développement et l'Union européenne, devrait permettre d'augmenter de 7% le nombre de personnes raccordées à l'électricité dans le pays une fois achevée en décembre 2024. L'installation des 160 mégavolts devrait renforcer la fiabilité et la stabilité du réseau électrique à Bujumbura, la capitale économique du pays, et améliorer sa flexibilité d'utilisation. Elle sera également le point d'injection de l'énergie produite par la centrale électroélectrique régionale des Ruzizi 3. À Kabezi, le 9 août 2024, dans le cadre d'une visite de projet d'électrification financée ou cofinancée par l'ABAD à Rubirizi et Kabezi, une délégation du gouvernement burundais et du groupe de l'ABAD a visité les travaux d'électrification de la phase 1 du projet d'accès à l'énergie qui couvre 36 localités dans 11 provinces du Burundi. Le projet permettra de raccorder 25 000 ménages dans les villes et villages bénéficiaires. La Banque africaine de développement est un partenaire clé dans le développement des infrastructures électriques du Burundi.
Au 31 juillet 2024, l'engagement du groupe de la banque dans les secteurs de l'énergie s'élève à 147 millions de dollars à travers 5 projets, des projets nationaux et 3 projets régionaux. Je l'ai dit au sommaire, la patate douce en Égypte est les principales tubercules exportés avec la pomme de terre. La filière égyptienne renforce davantage sa position dans l'approvisionnement de l'Union européenne, son principal débouché pour les tubercules. Suivez. En 2023-2024, les expéditions égyptiennes de patates douces à destination de l'Union européenne ont augmenté de 45% pour atteindre 109 000 tonnes. Selon les données collectées par le site spécialisé Earthfruit, il s'agit d'un record historique qui permet à la filière égyptienne de supplanter les États-Unis pour devenir le principal fournisseur de l'Union européenne. Cette percée s'explique par une croissance de la demande aussi bien sur le marché traditionnel que sur le marché mineur au sein du bloc économique européen. La France a augmenté ses importations de patates douces égyptiennes à 70% en 2023-2024, l'Italie et la Roumanie de 50 à 60%, alors que les Pays-Bas ont connu une augmentation de 29%. En outre, la Slovénie a doublé ses importations de patates douces égyptiennes, l'Allemagne les a presque triplées et l'Espagne les a presque quintuplées. Globalement, le Pays-Bas demeure le principal acheteur de la filière égyptienne, comptant pour près de 60% des envois, soit environ 65 000 tonnes, suivi de la France et l'Italie. Pour rappel, l'Égypte est le premier exportateur africain de la patate douce et le 3e à l'échelle mondiale après les États-Unis et les Pays-Bas. En 2023, les expéditions égyptiennes du tubercule sur le marché international ont rapporté 127,5 millions de dollars de recettes. C'est la fin de ce journal. Mesdames, Messieurs, place au rappel de titres. Le président Félix Tshisekedi a participé ce samedi à Harare à l'ouverture de travaux du 44e sommet de chefs d'État et de gouvernement de la SADC. Vous l'avez suivi dans ce journal. Et puis à l'international, l'Égypte est les premiers fournisseurs de la patate douce de l'Union européenne pour l'année 2023-2024. Ce tubercule est le plus exporté avec la pomme de terre. Voilà, c'est la fin totale de ce journal télévisé sur Géopolis Télévision. Madame, Monsieur, merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de programmes sur votre chaîne et nous vous souhaitons déjà un très bon week-end.